Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau Buzz TV de TV Magazine. Ravi de commencer cette semaine avec vous. Nous accueillons aujourd'hui sur ce plateau une oreille attentive, bienveillante, devant laquelle on se confie en toute confiance. Depuis 12 saisons, il dialogue avec des anonymes, parfois des gens célèbres également, qui ont traversé un parcours cabossé en compagnie de deux alliés plus que précieux, la pudeur et l'empathie. S'il s'arrête sur ce plateau aujourd'hui, c'est parce qu'il est allé une nouvelle fois tendre son micro à des hommes et femmes dont le témoignage risque bien, je vous préviens, de vous nouer la gorge. Bonjour Olivier Delacroix. Bonjour. Merci d'être avec nous, ravi de vous avoir. Dans les yeux d'Olivier, c'est le magazine que vous incarnez sur France 2. Ce sera ce soir, lundi, 22h55, une émission à laquelle vous allez sur le terrain à la rencontre de témoins qui ont affronté des épreuves particulièrement douloureuses. Ce numéro s'appelle « Quand la vie vacille ». Un peu tout un programme. Est-ce que vous êtes ressorti de ce tournage indemne, comme vous ressortez de vos tournages en général, ou est-ce que à chaque fois, Olivier, c'est difficile quand vous le terminez? Dire que c'est difficile, je croise tellement de gens lors de ces tournages, et j'en entends tellement sur Europe 1 tous les soirs dans la libre antenne, dire que c'est difficile, c'est pas le mot. Je partage à un moment, le temps du tournage, une émotion très particulière, puisque nous revenons sur une épreuve que ces personnes ont traversée, qu'elles ont affrontée. Et donc, je crois que si la magie opère depuis si longtemps dans ces films, c'est que les gens me font confiance et sentent que je partage cette émotion. Bien sûr. C'est ce qu'on voit dans les images, en fait, voilà. Cette proximité que vous avez avec eux. Et je ramène bien obligatoirement des choses en moi. Mais après, oui, c'est ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire aider? Faustine Bollard, sur ce plateau, me disait qu'au début, ça allait mieux maintenant, qu'à un moment, elle ramenait des choses lourdes chez elle, qu'à un moment, elle avait été consultée pour se faire un peu aider je veux dire, enregistrer tout ça et prendre toutes ces nouvelles qu'on a dans la figure tous les jours. Moi, je ne vais pas la consulter. Je pars 1 mois et demi, 2 mois, généralement, surfer à l'autre bout du monde. Ah, très bien. Et c'est vraiment un moment où je sens que c'est un peu un rapport avec la mer que j'ai, où tout ça repart. Vous voyez, c'est un peu un truc que j'ai dans ma tête. On ramène obligatoirement des choses. Faustine a raison quand elle dit on est confronté à l'épreuve. Ouais. Voilà. Mais bon, on a sans doute tous les uns les autres, nous qui recueillons la parole, une manière de se délester, mais bien évidemment que c'est difficile, bien évidemment. C'est une bonne thérapie, la mer, vous avez tout à fait raison. On va poursuivre cet entretien dans quelques instants avec Olivier Delacroix, parler de vos rencontres, de vos projets également, Olivier. Ce sera juste après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien. Salut Nicolas, salut Olivier. On démarre ces infos médias avec une émission culte qui pourrait bientôt faire son grand retour à la télé. Absolument. Amazon Prime s'apprête à ressusciter Popstar, vous savez, le célèbre télécrochet diffusé dans les années 2000 sur M6 et W9. Matt Pokora. Ah, bah Matt Pokora, exactement. Vous venez de spoiler la suite de ma chronique, Nicolas. C'est pas grave. Alors, ce sont nos confrères du Parisien qui ont révélé ce week-end que la plateforme de vidéo à la demande était intéressée par la licence de ce concours de chant. Le quotidien ajoute que c'est le retour gagnant un peu de Star Academy sur TF1 qui a ouvert l'appétit de la plateforme de vidéo à la demande. On rappelle que Popstar a lancé la carrière d'M Pokora, Nicolas, comme c'est une surprise, de Chimène Badi et également de Cherif Alona. Vous vous souvenez du nom du groupe? Oui, attendez, parce que c'était avec Lionel Team aussi. Exactement. Les Link Up, exactement. Et il y avait les L5 aussi. Je sais que la musique est importante, vous avez un groupe... Vous êtes très pointu. On a suivi ça, évidemment, c'est toute notre jeunesse. Vous avez un groupe, le groupe Black Maria, avec lequel vous produisez, vous avez même sorti un album. Est-ce que la musique, c'est une place qui est très importante dans votre vie? J'en ai sorti 4 albums. 4 albums. Avec les le Black dernier, Maria. c'était en 2017. Et après, j'ai fait 4 albums solo. Ça reste quelque chose de très présent, mais que j'écoute aujourd'hui. D'accord. Vous savez, à un moment, il faut faire des choix. Et voilà, comme vous le savez, mes activités à la radio, comme à la télé, et mes projets assez prenant, me prennent du temps. Et puis, vous savez... la musique, c'est un bon défouloir. Enfin, c'est un bon Oui, c'est très bien. Aussi. C'est très bien. Mais j'ai toujours fait la musique pour faire des albums. Et quand je me lançais dans un projet, c'était vraiment sérieux. Donc, ça me prenait beaucoup de temps. Et aujourd'hui, j'en écoute plus que je n'en fais. C'est très bien aussi.
Toujours écouter de la bonne musique. Ah Damien, oui. on continue ces infos médias avec la reconversion surprenante encore d'un ancien journaliste. Oui, alors il s'agit de Jacques Cardoz. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Cardoz, qui a vraiment le parcours le plus atypique du PAF, jamais connu. Ce journaliste est connu, lui, pour le coup, pour avoir été correspondant à France Télévisions dans un premier temps à Londres, puis à Washington. Il a également présenté le célèbre magazine Complément d'enquête sur France 2 de 2018 à 2021, avant de changer totalement de métier. Au début de la saison 2021-2022, il rejoint l'Olympique de Marseille, alors non pas en tant qu'attaquant, mais en tant que directeur de la communication. Le journaliste n'y sera resté qu'un an et selon Le Parisien, Jacques Cardoz rejoint désormais Studio Fact Media Group, une société de production audiovisuelle qui est spécialisée dans la création de contenu inspiré d'histoires vraies. Alors qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Eh bien, il va prendre la tête de l'agence de presse TV Presse, à qui on doit de nombreuses enquêtes de qualité, comme l'une qui a été très récemment diffusée dans Complément d'enquête, justement, qui s'intitulait Qatar 2022, un scandale français. J'ai vu effectivement, très bon documentaire. Oui. Si vous n'aviez pas été animateur télé, quel métier vous auriez fait ? Vous avez avocat. Avocat. Ah oui, je pense que pénaliste, mon frère plutôt est avocat. Mon frère est avocat à Évreux et je partage beaucoup de choses avec lui. On échange beaucoup. Et oui, pénaliste. Pénaliste, défendre. J'aurais aimé vraiment faire ce métier. Après, voilà, je sais la masse de travail qu'il fallait produire à l'époque pour devenir avocat. Et je n'étais pas assez bon élève pour m'enfermer à apprendre le code. Il faut apprendre. Mais parce qu'il faut vraiment beaucoup travailler, comme les médecins, pour devenir avocat. Mais j'aurais adoré. Je pense que j'aurais été un bon avocat. Oui, à mon avis. Vous Éric Dupond-Moretti dans Puissance. Pourquoi pas. C'est quand même un bon. Oui, c'est vrai, il faut reconnaître. Il y a la verve, effectivement, en tout cas, c'est sûr, et l'éloquence. On termine ces infos médias. Je pensais que vous disiez ça pour le gabarit. Je ne me serais pas permis. Je me serais pas permis, Olivier Delacroix. Le chiffre du jour pour finir, Damien, oui. c'est le 456. Oui, alors c'est le nombre de candidats qui ont accepté de participer à la version télé-réalité de Squid Game. Vous savez, Squid Game, c'est cette série diffusée sur Netflix, au cours de laquelle plusieurs centaines de joueurs doivent participer à une succession d'épreuves. S'ils gagnent, eh bien, ces joueurs se rapprochent vers la finale et vers ce chèque de 32 millions d'euros tout de même. Et s'ils perdent, eh bien, c'est tout simple, ils meurent. La plateforme de vidéo à la demande a eu l'idée d'en faire une télé-réalité, donc dans la vraie vie, quoi. Et l'émission. C'était le numéro du héros, d'ailleurs. Oui, qui était le dernier. Exactement. Alors, cette télé-réalité, elle a viré au cauchemar, selon le média américain Variety. Alors non, il n'y a pas eu des morts, heureusement, en tout cas pas à notre connaissance, mais les 456 candidats ont dû prendre part à des épreuves dans un froid glacial, ce qui a provoqué plusieurs malaises. Il y a même des participants qui ont, paraît-il, été blessés. Alors du côté de Netflix, bien évidemment, on nie totalement en bloc et on assure que toutes les précautions de sécurité ont été prises. Une petite question juste sur ces plateformes et la place aujourd'hui prépondérante qu'elles ont pris dans le paysage audiovisuel. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne regardent presque que du streaming aux dépens de la télé linéaire, malheureusement, Netflix, Amazon, Disney+. Est-ce que vous faites partie des gens qui ont été un peu contaminés ? Vous regardez aussi régulièrement des séries, des documentaires ? Il y en a beaucoup, Alors, je suis vraiment un vorace de séries. Maintenant, je pense qu'elles ont la vertu de pousser les diffuseurs aujourd'hui à atteindre un niveau. Vous voyez, sur ces plateformes, il y a quand même une production internationale, américaine. On voit les séries belges même, les séries scandinaves. Pour vous, c'est quoi ? C'est beaucoup de pieds aux fesses des productions classiques, c'est ça ? On s'aperçoit surtout pour la fiction. Oui, pour la fiction, je parlais, bien sûr. Il va falloir qu'on rehausse un peu tout ça, parce que c'est vrai qu'on est un peu gentillé. Je trouve que, à part le Bureau des légendes ou Engrenage, il y a eu de très bonnes séries produites par Canal+. Même si on a des séries qui marchent bien sur France Télévisions, par exemple, on a des bonnes séries. Bon, je trouve quand même que c'est un peu en dessous de tout ce qui se fait maintenant autour de nous. Vous voyez les Italiens avec Gomorrah. Alors moi, je suis plus branché sur les gangsters, sur les séries policières, mais aussi sur les drames. Et je trouve qu'on est toujours un petit peu... Sur France Télé, avec Outreau, avec de l'Estrade qui a fait ce film sur cette jeune femme qui a été violée, assassinée en Bretagne. Laetitia. Je trouve que France Télé ouvre... c'est normal, c'est le terrain de jeu de la création et de la créativité, France Télé. C'est pas parce que je suis à France Télé, mais c'est vrai qu'il faut avouer que les choses qui se passent, elles se passent sur France Télé et sur Canal aussi. Et Les Combattantes de TF1 est en train de cartonner sur Netflix, avec un succès un peu inattendu, comme l'a fait 10%.
Qui était de France Télé avant. Donc, vous voyez, et TF1 s'y met, je trouve, parce qu'avec Les Combattantes, il y a quelque chose de plus ambitieux. Un peu plus ambitieux. Et je trouve que voilà, la fiction a besoin de nouvelles têtes, même de nouveaux réalisateurs, de nouveaux auteurs, un peu plus ambitieux, un peu plus... mais finalement un peu plus en phase avec notre réalité. Et parce que parfois, vous êtes devant la télé, je tombe dessus, et je me dis, bon... J'aimerais bien y croire. Mais vous y croyez pas. Vous voyez, pas. par exemple, le dernier exemple que je peux vous prendre, c'est Cœur Noir sur Amazon. Que j'ai regardé, il y a une pléiade d'acteurs fantastiques, mais on a toujours cette habitude de toujours être un peu dans le... le mélo, un peu le... Vous voyez, ça va pas à fond, c'est ça, ce que vous voulez dire. Là, c'est Daesh, c'est vraiment un terrain... bon, voilà, il y avait l'occasion d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus... Et on reste toujours dans des codes, on est toujours un petit peu étriqué. Hein. Il y a toujours l'histoire d'amour au milieu. C'est un peu bon, voilà, j'adore les acteurs qui sont dedans, un peu déçus à l'arrivée de... du résultat. Voilà. La fiction je sais française pas si vous partagez. doit aller plus loin. Pas encore vu. Vous me dites rien. On vous dira. Pas encore vu Cœur Noir. Ne spoilez pas. Le soir, sur Europe 1, je suis avec Raphaël Devolvé, qui est un excellent journaliste, dont vous entendrez parler sans doute, parce que je lui dis tous les soirs qu'il a un talent. Mais à chaque fois, je commente l'actualité. Moi, j'ai le droit, je suis animateur le soir. C'est vrai. Donc, voilà. Et à chaque fois que je le branche, je dis, mais vous en pensez quoi, lui? Il est là, il rougit, il peut pas... Il peut pas se mouiller, quoi. Voilà, faut lui demander, peut-être c'est le seul qui a aimé Astérix en France, on sait jamais. Il y en a peut-être vous êtes dur. Super démarrage. Vous avez aimé? J'ai pas regardé non plus. Ah bon, je croyais que vous étiez allé voir. Je regarde rien du tout, moi, vous savez. C'est terminé, C'est Damien. terminé. On passera aux news médias évidemment dès demain, tout de suite. C'est la grande interview avec notre invité du jour, Olivier Delacroix. Enfin, Olivier Delacroix, vous êtes avec nous car vous présentez un nouveau magazine dans les yeux d'Olivier. Ce sera ce soir à 22h55 sur France 2. Je l'ai dit, cette fois, vous allez à la rencontre de témoins dont la vie a fini par basculer. Qui sont ces hommes et ces femmes ce soir auxquels vous allez tendre votre micro? Quel genre de profil on va pouvoir voir dans votre émission? On va d'abord entendre 4 personnes dont la vie, à un moment... leur a fait croiser l'épreuve, les a fait tomber, trébucher. On aura avec Yann, un jeune homme en pleine force de vie, d'âge. À l'époque, il a 28 ans. Il revient d'un match de foot. Et puis, la voiture conduite par ses copains glisse. Et il ne sent plus ses jambes. On le voit effectivement à l'image. Tétraplégique. On va avoir Elisabeth, une dame... qui a passé 4 ans dans la rue, qui, autour de la cinquantaine, va se retrouver dans la rue parce qu'elle tombe malade, parce qu'elle est à la tête d'une maison de retraite qu'elle a créée, et elle est seule, elle ne délègue pas assez, et puis elle sort de l'hôpital, et elle est à la rue avec son chien. Ça, c'est étonnant, c'est vrai. Oui, parce qu'à la base, elle a un toit, elle a un mari, elle a une famille, elle a même le cœur sur la main. C'est fou. Elle a une réunionnaise qu'elle accueille chez elle, le cœur sur la main. Et finalement, du jour au lendemain, elle se retrouve à la rue, quoi, quasiment. Mais parce que vous savez, depuis le temps que je recueille la parole des anonymes, des invisibles, je m'aperçois que la précarité, vous savez, elle n'est jamais très loin. Un accident de la vie, un accident de voiture, une maladie, on peut tous en être victimes. Donc on a ces personnes ce soir avec... aussi Cyril, qui est patronne d'une salle de sport. Et il y a le Covid qui arrive. On sait que les salles de sport, elles ont ramassé. Elle a ouvert sa salle 2 mois avant le premier confinement. Exactement. Ouais. Et puis on a Rio Mavuba aussi, pour montrer aussi, parce que j'ai tenu... Ancien footballeur de Lille, de l'équipe de France, de Bordeaux. L'équipe de France, Lille, LOSC, merveilleux footballeur, merveilleux homme aussi, qui s'est ouvert à nous d'une manière assez, je dirais, inhabituelle. On le découvrira ce soir dans... Et puis il est présentateur sur TF1 maintenant, quand même. Oui, absolument. Il est à Téléfoot tous les dimanches. Donc il a une belle reconversion. Mais on verra aussi... Pourquoi son histoire vous a intéressé? Parce que c'était un beau people, on rappelle. Il est arrivé en France c'est ses parents, en fait, qui ont fui l'Angola. De l'Angola. C'était l'Angola, Je vais vous dire pourquoi son histoire m'a intéressé. Parce que Rio, il a connu la précarité, vraiment la précarité sociale, mais aussi... humaine, émotionnelle, parce qu'il s'est retrouvé orphelin à 7 ans,
Il a vu son papa mourir, il a vu sa maman mourir, il n'avait pas de papier, il n'y avait pas toujours de quoi manger dans le frigo. Et je trouve que cet homme, au milieu de cette orgie, je parle bien d'orgie d'argent aujourd'hui, vous voyez, de starisation des footballeurs. Oui, et puis avec des footballeurs qui ont souvent, malheureusement pour eux, pas grand-chose à raconter. Cet homme-là, voilà, m'a touché parce que on sent qu'il se rappelle d'où il vient, il a des valeurs. Et tous les quatre, ce soir, vous verrez, parce que c'est ce qui se passe dans les Jeux d'Olivier à chaque fois, je dis à chaque fois que ce sont des films militants pour l'humain, ils montrent la voie, ils sont lumineux aussi parce que toutes ces personnes se sont sorties de tout ça et ont suivi un chemin. Et oui, on voit qu'on peut tomber très bas. Malgré tout, il reste tourmenté quand même. Elisabeth, qui a connu la rue, raconte qu'elle est souvent hantée par les démons de la rue. Mais elle est hantée parce qu'Elisabeth, aujourd'hui, elle continue à Bordeaux d'aider celles et ceux qui sont à la rue. Et je pense qu'en étant en contact avec la précarité, et quand on l'a connue, on sait que l'équilibre est fragile. On a toujours cette peur de d'y retourner éventuellement. Et je pense que ce film va parler à beaucoup de personnes ce soir parce que finalement, ce sont des gens comme vous et moi. Encore une fois, on parle d'Elisabeth qui est une cadre. Quand je dis vous et moi, elle gagne bien sa vie. Elle était chef d'entreprise. Et elle se retrouve à la rue. Mais c'est formidable parce que c'est un petit bout de femme extraordinaire. On se parle régulièrement. Et je trouve que c'est un peu Sainte Élisabeth, quoi. Ouais, je trouve que ces gens-là, vous savez, j'ai la chance, et je remercie vraiment, ils le savent, mes patrons de France Télé, combien je sais que j'ai de la chance de faire cette émission. Mais cette émission, c'est tellement une chance de croiser des gens tellement lumineux. Encore hier, j'étais avec une jeune femme à Nice, Lobna, qui a été victime de violences obstétriques. Obstétrique, on dit. Oui, c'est ça. Oui. Ou enfin, en tout cas, de violence lors de son accouchement. Et hier soir, quand je reprenais l'avion, je me disais, mais vraiment, vous vous sentez inondé parfois par quelque chose qui se passe dans les mots, dans l'émotion, dans le courage de personnes qui affrontent des choses vraiment difficiles. Est-ce que ça vous ramène aussi à des choses plus personnelles que vous avez vécues, Olivier? Est-ce que vous, par exemple, votre vie, elle a aussi failli vaciller un jour? Est-ce qu'elle a déjà vacillé? Est-ce qu'elle était au bord de vaciller? Est-ce que ça renvoie des choses chez vous? Bien évidemment, ces témoignages? ma vie a vacillé. Ma vie a vacillé. Je pense aussi, vous savez que... C'était à quel moment? C'était il y a un moment, il y a 20 ans maintenant. J'ai perdu mon père qui a mis fin à ses jours. Et 1 an et demi après, je perdais mon fils. Donc, oui, à ce moment-là, ma vie a vacillé et j'étais carrément au bord du... Voilà, je peux dire que là, j'ai vacillé. Et c'est la seule et unique fois dans ma vie vous avez voulu mettre que les fin choses au ont vacillé. Non. Vous avez pensé ou non? Non. Mais c'était à la limite, c'est ça? Ça ne se formule pas comme ça, les choses. C'est que vous êtes en train de vous poser la question de savoir si vous avez envie de continuer à vivre. C'est différent que de penser au suicide. Je n'ai jamais pensé au suicide, mais il y a un moment, vous pouvez arrêter, baisser les bras. Et arrêter, ça ne veut pas dire obligatoirement mettre fin à ses jours. Ça peut être aussi finir dans la rue. Parce que je peux vous dire que je croise aussi des gens dans la rue. Je parle beaucoup avec comme Elisabeth, dont on a parlé. Oui, et je peux vous dire que dans la rue, vous croisez des gens qui ont eu des situations incroyables, qui ont une histoire incroyable. Et ce sont des gens que vous croisez tous les jours à Paris, à Bordeaux, à Lille, à Strasbourg, à Marseille, qui sont dans la rue parce qu'il y a un moment, vous pouvez être éreinté de la vie. Mais j'ai eu ce rebond aussi, et je crois qu'il y a aussi ce lien entre les témoins et moi. Ils savent que j'ai connu l'épreuve, et donc il y a quelque chose qui se passe entre nous. Ça vous lie en fait. Ça nous lie parce qu'ils savent que je sais ce que c'est, et qu'à un moment, voilà, les mots prononcés, les regards, les émotions, je pense que tout ça donne... dans les Jeux d'Olivier, 12 ans, avec, je vous dis, une direction de France Télévisions qui m'a toujours fait confiance et qui non seulement me fait confiance, mais me fait part de l'estime et de l'attachement qu'ils ont
envers ce programme, c'est important. Damien ? Est-ce que c'est grâce à ces regards, grâce à votre passé aussi, que vous parvenez à tisser un lien de confiance assez incroyable avec les témoins que vous interrogez? Ou est-ce qu'il y a aussi un travail en amont, assez long d'ailleurs, de connaissance, en tout cas de mise en relation avec les témoins que... Pour gagner la que vous confiance allez un peu. voir. Quoi. Alors, Effectivement. j'ai des collaboratrices qui travaillent avec moi. J'ai une équipe de filles. Ouais. On parlait un peu de, Oui, des voilà, femmes, l'importance des femmes. Voilà, de certains journalistes qui ne voulaient pas travailler. Bon, moi, je n'ai que des femmes qui travaillent autour de moi à l'édition, hein, enfin, les journalistes, ma productrice Katia Maxime. Et il y a une enquête qui est faite dans le choix, un casting pour ouvrir le spectre. On traite d'un sujet, on va ouvrir au maximum pour que les gens qui regardent s'y retrouvent. Après, aujourd'hui, le temps ne me permet pas de rencontrer, comme lors des 3 premières saisons, je rencontrais les témoins avant. Aujourd'hui, je ne peux pas. Donc, on se parle au téléphone un petit quart d'heure, parfois 10 minutes. Mais quand j'arrive, c'est drôle parce que en fait... C'est vierge au maximum. Oui, et puis ils ne m'imaginent pas comme... Vous savez, ils pensent que voilà, j'ai une image très solennelle à la télé. Et finalement, voilà, vous me connaissez tous les deux. Et donc, du coup, il y a quelque chose là, ils sont avec quelqu'un de normal. De normal, bien sûr. Comme eux, en fait. Parce que je suis normal. Complètement. Il y a tellement de gens dans ce milieu qui sont pas normaux. Pas normaux. Vous avez les noms? Alors on va noter ça. Non. La dernière fois que je suis venu, je n'ai pas tenu ma langue. Ça m'a valu quelques mouvements de... C'est bien, vous revenez, ça, vous êtes pas... La deuxième saison. Ah mais non, mais moi je vous aime bien, moi. Dans les prochains projets, qu'est-ce qu'il y a? On sait qu'il y a un numéro qui arrive avec les otages aussi, qui va être très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en projet? Oui, Georges Malbruno, absolument, qui a été otage en Irak. Et puis c'est fantastique de pouvoir partager 2 jours avec Georges Malbruno. Vous voyez, en fait, c'est ça aussi la magie de ce programme, c'est qu'on tourne pendant 2 jours. Personne, ni vous ni moi, dans nos vies, on parle de nous pendant 2 jours. Donc il y a quelque chose aussi qui opère à ce niveau-là. Et Georges, c'était fantastique. Il y a un film sur les troubles psy qui arrive aussi, avec Gringe, le compère d'Orelsan. Voilà, cette saison est particulièrement réussie. On en est très fiers parce qu'on a mis dans cette saison, cette année, des personnalités. Et donc, montrer que les gens qui sont dans la lumière sont finalement comme nous, ont la même fragilité, les mêmes émotions aussi. C'était vraiment un pari qu'on pensait risqué, mais qui est finalement très réussi parce que les personnalités qui acceptent, parce qu'il y en a beaucoup, hein, qui sont là, devant la caméra, qui font des grandes... Mais quand vous leur demandez de parler d'elles, voilà. Celles qui le font, en plus, ce sont généralement des gens qui ont quelque chose à donner, à offrir, et qui ont conscience aussi que leur métier public aussi, se fait aussi dans la communication de ce qu'ils sont comme hommes, comme femmes. Ça explique beaucoup plus de choses. C'est important aussi, effectivement, de le voir comme ça. Merci Olivier Delacroix. Vous restez avec nous. C'est l'heure de notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. C'est notre dernière rubrique, c'est comme un mariage, c'est comme dans la vie, il y a le pire, il y a le meilleur, un petit peu l'heure du bilan, on va dire. Si je vous demande aujourd'hui à date, de manière assez concise, le meilleur souvenir de votre carrière professionnelle, est-ce que vous en avez un en tête comme ça qui vous vient Olivier? Le meilleur souvenir... Je vais vous demander le pire juste après, hein, donc ça peut être... Écoutez, le meilleur souvenir, c'est une époque, en fait. J'en parle souvent avec Fabrice Bonanno, qui est mon associé aujourd'hui. Société de production, oui. C'est comme ça, production. Il était à la tête de Coyote, avec Christophe de Chavannes. Et on évoque souvent la période de Ciel Montmardi, de Coucou, c'est nous. Vous voyez, cette époque où, en fait, c'est le meilleur souvenir de ma carrière professionnelle. Ouais, c'est ça. Ça pourra peut-être étonner des gens, mais tout se faisait facilement, avec justement de l'ambition, de la légèreté, et en même temps un peu de folie. C'était une époque que nous avons connue. Vous ne l'avez pas connue, vous. Peut-être que... t'es un peu... mais oui, mais voilà, mon meilleur souvenir, c'est une carrière... Voilà, c'est les Guignols de l'info, que j'ai fait aussi avec Carl Zéro, parce que j'étais producteur pour Carl Zéro.
Mais voilà, c'est une époque plus le souvenir, le meilleur souvenir. Est-ce qu'il y a un pire souvenir là-dedans? Quelque chose qui vous est vraiment resté dans votre carrière? Je pense que j'ai été très... Je ne parle pas de votre passage au Buzz TV la dernière fois. Vous pouvez le mettre dans les pires souvenirs, mais non, ça va, il y en a eu d'autres. Bon, non. Il y a eu pire. J'ai pas beaucoup de pires souvenirs. Ce sont plus liés à des gens, vous voyez, de ce métier. Et vous vous doutez bien que je ne vous dirai pas de qui il s'agit, mais j'ai vraiment... Vous pouvez ranger votre style. Non, mais j'ai vraiment croisé dans ce métier c'est un métier violent. Vous le savez, de toute façon. Oui, hein, je ne prêche pas des convertis. Et donc, mes mauvais souvenirs tiennent à des rencontres, avec des personnes voilà, qui ont pu me blesser. On va dire. Mais voilà, c'est... comme dans chaque métier. Absolument. Dans le milieu de la banque, il y a la même. Absolument, il y a la même. Damien? Oui, eh bien c'est terminé, C'est Nicolas. terminé déjà. Moi j'ai mon cours d'aquaponie là. Ça Il faut que j'y aille. Mais ça passe tellement vite, Ça passe effectivement. très vite. Merci beaucoup, Olivier Delacroix. Merci d'être passé nous voir. Merci. Vous serez dans les yeux d'Olivier. C'est ce lundi, on ne rate pas ça, 22h55 sur France 2. Si c'est trop tard, vous avez le replay, hein, évidemment, on peut les revoir, ainsi que tous Bien vos anciens évidemment. épisodes. Et nous, Damien, on sera de retour demain. Avec Maclesguy, animateur sur M6 Ah, égale M6. bien. On va se régaler. Un Très ami du Pays Basque que nous recevrons demain Absolument. matin. Olivier Lesgaud. Merci en tout cas. Merci Au Olivier, revoir. excellente Merci beaucoup. journée à toutes et à tous.